Aujourd'hui, nous allons parler de la situation économique et financière mondiale et des craintes que beaucoup ressentent à son sujet. Et il y a un article tout récent, une interview dans le journal des Échos du nouveau patron de la banque Goldman Sachs, la fameuse banque Goldman Sachs, dont le nouveau patron est le dénommé David Solomon. Et cet article a retenu mon attention parce que le patron de Goldman Sachs nous annonce qu'il ne craint pas de crise financière majeure pour au moins les 2 années à venir. Alors, il nous explique dans l'article qu'en fait, les activités financières se sont autorégulées avec les fameux processus de Bâle, Bâle 1, Bâle 2, Bâle 3, qui sont des tentatives d'autorégulation par les banques elles-mêmes et qui auraient porté leurs fruits, nous dit-il. Et il insiste comme risque non pas de krach, mais plutôt de récession mondiale, qu'il attribue essentiellement aux tensions politiques et géopolitiques, entre autres, la guerre commerciale Chine-États-Unis, le Brexit, enfin bref, pour résumer, les politiques des populistes. Donc, la conclusion de cet entretien, c'est qu'il n'y a pas grand lieu de nous inquiéter aujourd'hui, en tout cas du côté des banques, qui, quoi qu'il arrive, sont totalement blanchies et totalement innocentes de tout ce qui pourrait se passer. Le seul risque que craint l'économie mondiale est à mettre sur le dos des politiques, des nouveaux gouvernements populistes qui, évidemment, se sont imposés un peu partout dans le monde et dans les principales puissances ces 2 dernières années. Alors, autant vous dire qu'évidemment, j'ai regardé cet entretien à 2 fois et je ne partage pas du tout le point de vue de M. Solomon. Pourquoi ? Le risque actuel au niveau de l'économie mondiale est, selon moi, majeur. Pour quelle raison ? D'abord, le monde n'a jamais été aussi endetté. Nous atteignons aujourd'hui un niveau d'endettement de 225% par rapport au PIB mondial. C'est-à-dire que le monde présente un niveau de dette entre la dette des États, la dette des ménages, la dette des entreprises, qui est de plus de 2 fois une année de production mondiale. C'est-à-dire que si le monde voulait rembourser sa dette, il faudrait y consacrer toute la production mondiale pour plus de 2 ans. Donc, et ce niveau d'endettement est inconnu par le passé. C'est quelque chose de nouveau, c'est véritablement un risque majeur. Et cet excès de dette, parce que toutes les dettes ne sont pas forcément solvables, plus l'endettement est élevé et plus il y a des risques au niveau de la solvabilité des personnes endettées. Et d'ailleurs, aujourd'hui, nous avons plusieurs banques importantes en Europe qui sont dans une situation critique. La Deutsche Bank, la Commerzbank, la banque Monte Paschi di Siena, qui est la plus vieille banque présente sur le marché. Et ces banques-là, il y en a d'autres, sont au bord de la faillite, avec des actifs qui sont surévalués, qui figurent dans leur bilan et qui sont très probablement des créances irrecouvrables. Il y a un deuxième facteur qui est lié à cet endettement et qui est lié à un risque très important. Depuis plusieurs années, il y a, au niveau européen, c'est parti surtout de l'Europe, une émission de liquidités par les banques centrales qui est là aussi d'un niveau inconnu jusqu'à présent. C'est la fameuse politique de quantitative easing qui a été menée par le nouveau président, enfin nouveau, ça fait 5 ans qu'il est là, mais le dernier président de la BCE, Mario Draghi, un ancien de Goldman Sachs. Cette politique de quantitative easing, elle consiste à racheter les dettes des États souverains en difficulté, pour ne pas les nommer, Italie, France, Espagne, Grèce, etc. Alors, c'est une politique qui pouvait s'expliquer, puisque aux alentours tournant de l'année 2014, la croissance était très faible et toutes les dettes souveraines de ces pays pouvaient être attaquées sur le marché spéculatif, et le fait pour la Banque centrale de racheter la dette de ces pays désamorce la spéculation qui pouvait faire plonger n'importe lequel de ces pays avec une flambée des taux d'intérêt et des pays qui sombreraient parce qu'ils ne pourraient plus boucler leur budget. Alors cette politique, à l'origine, elle devait durer 18 mois, parce qu'elle était quand même assortie à une nécessité pour ces pays de réformer leur budget, d'assainir leurs finances publiques pour regagner la confiance des marchés.
Bon, on sait ce qu'il en est là aussi de ces politiques d'assainissement. Elles n'ont jamais eu lieu, surtout en France. Il y en a eu très légèrement en Italie, un peu plus en Espagne, qui aujourd'hui s'en sort quand même un petit peu mieux. Mais les efforts n'ont pas été suffisants. Et donc, ces politiques de quantitative easing, qui se montent quand même à 1000 milliards d'euros, à peu près, c'est un ordre de grandeur, hein, je ne pourrais pas vous dire le chiffre exact, mais entre 900 et 1000 milliards d'euros par an de rachat de dettes par la Banque centrale. Il faut savoir que c'est une mesure qui était totalement prohibée des règles de l'Union européenne avant que Mario Draghi n'accède à ses fonctions de président de la BCE et n'y ait eu recours. Il a convaincu les Allemands de le faire parce que les risques, je dirais, au niveau des dettes des pays en difficulté étaient trop grands et pouvaient faire s'écrouler toutes les économies, évidemment de ces pays, mais du monde entier, bien entendu. Et alors, en plus, nous avons, derrière tout ça, depuis au moins 2 à 3 ans, une politique des banques centrales, qu'il s'agisse de la Banque centrale européenne, mais également de la Fed américaine, une politique de taux d'intérêt très bas. Et donc, ça incite les gens à s'endetter. Ça pousse à l'endettement et ça permet ainsi de soutenir, on va dire, quelque peu artificiellement, la croissance. Bien. Puisque les dettes sont réinvesties, ça soutient la consommation, ça soutient l'investissement, ça soutient l'immobilier, ça soutient tout. Bon. Nous sommes aujourd'hui, il faut le voir, la France qui est un pays qui inspire encore confiance, avec des taux d'intérêt négatifs. C'est-à-dire que quand la France emprunte, elle ne paye pas des intérêts sur l'argent qu'elle emprunte aujourd'hui. Je ne parle pas de ce qu'elle a emprunté auparavant. Eh bien, elle ne rembourse pas l'intégralité de la dette. Il y a un taux d'intérêt négatif de 0,25%. Donc, c'est quoi de plus incitatif pour s'endetter que cela? Sauf que le système est en train de s'emballer. Pourquoi? Parce qu'en réalité, malgré tout cet afflux de liquidités amené par les banques centrales, malgré cet afflux d'endettement qui se propage et qui est, lui, fourni par les banques privées, eh bien, la croissance reste atone. Et en particulier cette année en Europe, tous les pays ont vu leur croissance baisser. L'Allemagne n'a plus que 1% de croissance, la France 1,4%, l'Italie est à 0,5%. Donc, malgré que notre économie est inondée de liquidités, la croissance, non seulement ne repart pas, mais se tasse. Et nous assistons à une fuite en avant, c'est-à-dire que la semaine dernière, Mario Draghi a encore annoncé poursuite du quantitative easing et poursuite des taux d'intérêt très bas négatifs. On a l'impression d'une fuite en avant pour maintenir une croissance qui, sans cela, malheureusement, n'existerait pas. N'existerait probablement pas. Alors, quel est le risque dans tout ça? Il est bien évident que plus la sphère économique est noyée de liquidités, de l'argent fabriqué artificiellement par les banques, et qui ne retrouve pas forcément de contrepartie dans l'économie réelle, eh bien, c'est la situation typique dans laquelle se créent des bulles. On a connu ça en 1929, bien entendu, typiquement avec la bulle sur le marché des actions et des obligations sur le marché américain. On a connu ça en 2007 avec la crise des subprimes, qui était liée à l'endettement dans l'immobilier, c'est-à-dire qu'on a poussé n'importe qui à acheter des maisons par le biais de dettes. Un certain nombre de créances étaient irrecouvrables. Les banques se sont retrouvées avec des pertes qu'elles ont dû constater, passer dans leurs actifs, au passif de leur bilan. Et je dirais, l'ensemble des créances irrecouvrables s'est métastasé dans toute l'économie et a provoqué donc une chute de plusieurs banques, Freddie Mac, Fannie Mae, Lehman Brothers, et toute la planète finance a été paralysée. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation pratiquement similaire, voire plus importante, parce que les politiques monétaires extrêmement volontaristes ont atteint des niveaux jamais atteints auparavant, et également le niveau d'endettement général est, encore une fois, unique dans l'histoire de l'économie mondiale. Donc, il y a de fortes chances que des bulles sont en train non seulement de se créer, mais d'arriver à maturité. Les bulles, je vous rappelle que c'est quand un secteur d'activité ou un marché se retrouve avec une survalorisation. Bon. Quelles sont les bulles aujourd'hui que beaucoup de gens commencent à identifier? Ben, vous avez l'immobilier, en particulier l'immobilier chinois, largement surévalué.
avec beaucoup de logements qui sont inoccupés, des constructions qui ont été faites à tort et à travers, avec une inoccupation en fait de ces logements. Nous avons aussi le marché de l'art. Et puis également le marché des actions, et on voit qu'il y a des tensions depuis quelques mois sur le marché des actions, avec des hausses, des baisses sensibles. On a l'impression, si vous voulez, d'un marché qui n'est pas stable, qui n'est pas sûr. Alors qu'est-ce qui se passe quand les bulles éclatent? Eh bien, évidemment, quand c'est une bulle suffisamment importante, il y a écroulement d'un marché et effet domino, puisque, en général, toutes les banques possèdent des actifs de divers ordres, que ce soit des actifs en termes d'actions, d'obligations, de dettes souveraines de pays, des actifs immobiliers, des actifs même en termes d'œuvres d'art, donc, ou de sociétés qui travaillent dans le marché de l'art. Et donc, si l'une de ces bulles éclatait, ce serait l'écroulement du système bancaire, exactement ce qu'on a connu il y a à peine 10 ans. Donc, selon moi, la théorie de M. Salomon ne tient absolument pas la route. Et d'ailleurs, Christine Lagarde elle-même l'a dit. Un ouragan se prépare. Un ouragan pourrait s'abattre sur l'économie mondiale. Et on ne sait pas exactement, bien entendu, quand il s'abattra, mais la situation générale est suffisamment dégradée. L'économie qui est noyée sous une spéculation échevelée, sous des capitaux qui sont issus d'une création monétaire artificielle, crée des risques et rendent l'hypothèse d'une crise majeure quasi inévitable et dans des délais relativement courts. Évidemment, on ne saura jamais exactement quand est-ce qu'elle va se déclencher, mais il me semble que de parier que tout sera calme pendant 2 ans, c'est très optimiste. Et d'ailleurs, nous avons un témoin aujourd'hui du risque. C'est la flambée du cours de l'or ces derniers mois. Pourquoi la flambée du cours de l'or est un témoin du risque? Tout simplement parce que l'or est la valeur refuge par excellence. Quand on ne sait plus à quel sens se vouer, quand on n'a plus confiance dans les actions, dans les obligations, dans l'immobilier, dans tout ce que vous voulez, eh bien on se réfugie sur l'or parce qu'on sait que là, bon, c'est du solide, c'est du sûr. Et la hausse spectaculaire du cours de l'or cette année est un signe qui est plutôt inquiétant, et beaucoup de commentateurs le voient bien, à part, évidemment, M. Salomon. Mais alors, la question qui se pose, est-ce qu'on peut vraiment faire confiance à Goldman Sachs et à son patron quand il nous explique qu'il ne faut pas que nous nous inquiétions? Voilà, c'est la question qu'il faut se poser. Mais Goldman Sachs, elle est partie prenante, directement, dans ce surendettement. Elle est partie prenante également directement dans ces politiques monétaires, aujourd'hui nettement excessives. Ce sont les banques privées qui poussent à l'endettement, parce que tout simplement c'est leur business. Elles poussent aussi les banques centrales au maintien de ces politiques de quantitative easing, ces politiques de taux d'intérêt bas, parce que ça crée de la liquidité artificielle qui alimente leur propre activité. Et la politique de la BCE devait s'étaler sur 18 mois. Normalement, en 2016, cette politique devait s'arrêter, le temps que les principales économies se restructurent. Bien, jusqu'à présent, elle est prolongée, donc ça fait maintenant plus de 3 ans, et pour le plus grand bonheur de Goldman Sachs, qui certainement y fait son miel. Rappelons-le, je l'ai déjà dit précédemment, Mario Draghi est un ancien de la Goldman Sachs. Il n'est pas le seul. Mario Monti, qui était ancien commissaire à la concurrence à la Commission européenne, est un ancien de Goldman Sachs. Monsieur Barroso, ancien président de la Commission européenne, travaille aujourd'hui pour Goldman Sachs. Donc, on voit bien que Goldman Sachs a une stratégie d'infiltration des milieux politiques, parce que la plupart de ses membres les plus éminents, soit ont travaillé à la BCE ou dans les banques centrales, soit ils passent, une fois leur carrière achevée, à Goldman Sachs. Donc, il y a vraiment une stratégie d'infiltration et d'influence, tout simplement pour correspondre, très probablement, à ces intérêts des banques philanthropes qui veulent vraiment s'occuper d'arranger l'économie mondiale. C'est un doux rêve. D'ailleurs, ce qui risque de nous arriver dans quelques mois, certains pays ont déjà connu. Certains pays ont déjà goûté à la potion. La Grèce, faut-il le rappeler, la Grèce est surendettée parce que la banque Goldman Sachs avait travaillé avec le gouvernement Karamanlis de l'époque pour gonfler
les comptes et les budgets du pays de manière à pouvoir se financer plus facilement, réussir à s'endetter au-delà des critères qui étaient prévus. Donc, on le voit bien, Goldman Sachs avait déjà œuvré au surendettement d'un pays, entre autres d'un pays. Et que se passa-t-il en 2010 quand la France, l'Italie, la Grande-Bretagne, mais aussi la Grèce, ont travaillé et ont versé leur écho pour sauver les banques? Toutes se sont endettées pour sauver le système bancaire. Eh bien, à ce moment-là, Goldman Sachs a lancé une spéculation cynique contre les dettes souveraines de tous ces pays, et en particulier de la Grèce. Elle a dévoilé au grand public les manipulations qu'elle avait elle-même faites, de manière à pouvoir spéculer sur cette dette et à y trouver matière à des profits considérables. Voilà. Voilà donc quelle parole on peut accorder au patron de la Goldman Sachs, et à quel point on peut dormir tranquille une fois qu'on a entendu ces 12 paroles. Voilà. Goldman Sachs, c'est une banque de vautours, c'est une banque rapace, comme il y en a d'autres, mais elle, c'est la plus puissante, et elle n'œuvre pas du tout au bienfait de nos nations, au bienfait de nos États, à la saine gestion de nos finances publiques. Ce qui m'interpelle dans cet entretien, c'est aussi une deuxième chose. Cet entretien a pris place à la une du journal Les Échos, avec un titre, voilà, très simple, selon le patron de Goldman Sachs, pas de crise majeure dans les 2 ans à venir. Voilà. Aucun conditionnel, aucune mise en cause, aucune mise en doute. Le journal des Échos prend ça pour argent comptant. Et il le met en intitulé de son journal du jour, il y a quelques semaines. Alors, moi j'ai retrouvé un article en date du 27 juillet 2007. 27 juillet 2007, un article à la une des Échos, l'intitulé c'était « Le méga crack n'aura pas lieu ». Il a eu lieu 2 mois après. Donc, là aussi, quand c'est les Échos qui essayent de nous rassurer à grand renfort d'interviews, d'entretiens, d'analyses, il y aurait lieu, là aussi, à s'inquiéter, parce qu'un journal de référence qui fait de telles erreurs d'appréciation à ce niveau, c'est quand même incroyable. Et ce qui est aussi incroyable, c'est qu'il reste un journal de référence, malgré ça, et que la plupart des médias reprennent ses analyses sans jamais remettre en cause une quelconque, d'abord, compétence ou une quelconque implication de ce journal dans des intérêts divers. Alors, il faut savoir que les Échos, c'est la propriété du groupe LVMH. Monsieur Bernard Arnault, qui lui aussi, bien entendu, est très impliqué dans l'économie financière. Alors, LVMH, c'est un groupe, évidemment, qui travaille beaucoup dans l'économie réelle, avec évidemment toutes les marques de luxe. Donc, c'est un groupe d'excellence à ce niveau, mais comme tous les grands groupes multinationaux, il possède des tas d'actifs financiers. Lui-même, donc, souscrit à des emprunts pour financer son activité. Il est lui-même partie prenante dans la logique financière. Et certainement qu'il a des liens avec le groupe Goldman Sachs, des liens commerciaux très importants. Donc, le groupe Les Échos ne trouve rien à redire, à l'issue de cet article, sur les propos de M. Solomon. Voilà, ces paroles d'évangile, on va dire. Il faut bien y voir, à mon avis, dans cet entretien, autre chose qu'une simple volonté de rassurer. Parce que Solomon le dit, il y a des risques, non pas de krach et d'effondrement, mais de récession. Et ce risque de récession, à quoi l'attribue-t-il? Eh bien, il l'attribue, comme je l'ai dit au début de cette vidéo, il l'attribue essentiellement à la guerre commerciale Chine-États-Unis, au Brexit et aux tensions géopolitiques. Suivez mon regard, évidemment, l'Iran, tensions avec la Russie, etc., etc. Bon. Alors, moi, je voudrais creuser un petit peu la chose et vous donner une ordre d'idée des proportions. La fameuse guerre commerciale Chine-États-Unis, c'est quoi, en chiffres? C'est 500 milliards d'importations chinoises taxées entre 10 et 25% quand elles rentrent sur le territoire américain. 500 milliards. Donc ça peut paraître énorme. Et puis, en face, la Chine, évidemment, a répliqué, et ce sont quelques dizaines de milliards d'exportations américaines qui sont taxées de l'autre côté. Donc, on parle de, disons, un ordre de grandeur
entre 500 et 600 milliards d'euros taxés. Alors je vous pose la question. 500 milliards, c'est beaucoup. Mais l'endettement mondial, c'est 185 000 milliards de dollars. 185 000 milliards de dollars. C'est 300 fois plus. Le surendettement mondial estimé par des experts, c'est 20 000 milliards de dollars au bas mot. 20 000 milliards de dollars. C'est 40 fois plus que les produits taxés au niveau donc de la politique de guerre commerciale, la politique protectionniste. Voilà. Et quand on parle de 500 milliards d'euros taxés, ça ne veut pas dire que ce commerce-là va s'évaporer, ça veut dire qu'il va se contracter. Ça ne veut pas dire que les 500 milliards ne vont plus se faire, qu'il n'y aura plus d'échanges commerciaux. Ça veut dire qu'il y aura probablement une rétractation du flux commercial de la Chine vers les États-Unis. Bon, on parle donc de quelques dizaines ou quelques centaines de milliards de dollars, à côté, encore une fois, je vous le de dizaines de milliards de dollars de risques liés au surendettement mondial. Et le risque, on peut aussi le revoir sous un autre angle. C'est celui des activités financières à l'échelle de la planète. L'activité financière mondiale, elle est estimée à 6 500 milliards de dollars. 6 500 milliards. Voilà. Or, il y a un certain nombre de spécialistes, je pourrais vous les citer. Il y a Luigi Zingales, qui est un docteur de l'Université de Chicago, Timothy Taylor, expert au Journal of Economic Perspective, ou Stephen Cecchetti, un expert de la Banque des règlements internationaux de Bâle, qui ont chiffré une surévaluation de l'activité financière de l'ordre de 1 500 milliards de dollars au vu des besoins de l'économie réelle. Ça veut dire qu'en fait, l'économie mondiale aurait besoin d'une activité financière à hauteur de 5 000 milliards de dollars, elle s'élève à 6 500 milliards de dollars. Donc 1 500 milliards de dollars de plus qui servent à alimenter une spéculation qui ne fait que créer des risques de bulles et des risques pour l'ensemble de l'économie. Donc, au vu de ces chiffres, on voit bien que la guerre commerciale Chine-États-Unis peut présenter des risques de perdre 0,1 ou 0,2 points de PIB mondial. Ça peut avoir un impact dans l'immédiat, c'est évident. Mais qu'est-ce que c'est en rapport de l'énormité du risque qui est lié à des sommes qui sont 20, 30, 40, 50 fois supérieures à tout cela? Alors, pour moi, c'est très clair. Le principal risque de l'économie mondiale, c'est l'hypertrophie du monde de la finance, l'hypertrophie de l'endettement, l'hypertrophie des taux bas et des taux négatifs, cette inondation de liquidité dans l'économie qui ne correspond pas à un enrichissement réel. Et à mon avis, c'est ça qui, aujourd'hui, présente un risque majeur pour l'économie. Et c'est ça que M. Salomon veut cacher en exhibant des nouveaux boucs émissaires, les politiques populistes. Eh bien, voyons, ils sont là, autant les exhiber, en plus on entend qu'eux, eh bien, c'est eux, certainement, qui porteront le chapeau d'une crise dont ils ne sont finalement pas du tout responsables.